Mes amis, bien le bonjour. Cette tragédie commence par un email reçu par la compagnie National Airlines de la part de son plus grand client, le département de la défense américain. Le DoD demandait en quelques lignes s'il était possible de transporter des véhicules blindés de la base britannique de Camp Bastion, au nord de l'Afghanistan, vers une plateforme logistique que maintenait le DoD à Dubaï. Bien entendu, ça correspondait à un effort de désengagement depuis l'Afghanistan. Les États-Unis, les Britanniques, les Néo-Zélandais, tout le monde était en train de réduire leur présence dans ce pays. Pour la compagnie de transport de fret National Airlines, c'était une manne inespérée. Il fallait pas dire non à ce type de contrat. C'était l'occasion de se positionner fortement et puis faire un maximum de rotation dans ce cadre. Dans l'heure, littéralement, le responsable des opérations de National Airlines répond au département de la Défense « Bien sûr, on peut le faire et on va vous envoyer un avion ». La réalité, c'est que National Airlines n'avait jamais transporté de véhicules blindés. C'était la première fois qu'ils recevaient une telle demande. Et puis, sans trop y réfléchir, ils ont répondu présent. Il va déclencher un Boeing 747, c'est une ex-machine d'Air France. C'est un 747 qui a opéré sous les couleurs françaises pendant de nombreuses années. Et puis, progressivement, il a été converti. Il y a la disparition des hublots passagers qui vont disparaître de la carlingue. Et puis, il y a le mot cargo qui va suivre le logo d'Air France. Et par la suite, il sera revendu aux États-Unis et puis il finira entre les mains de National Airlines. National Airlines va donc dépêcher un 747 et son équipage. L'équipage est multiple, c'est-à-dire que vu la longueur des étapes à réaliser, ils ont 2 commandants de bord, 2 copilotes, 2 mécaniciens qui vont se joindre donc à l'équipage, plus un responsable de chargement. Ils décollent des États-Unis, ils atterrissent en France, à Châteauroux, ils restent quelques heures, redécollent et ils atterrissent à Camp Bastion, en Afghanistan. Donc, sur place, on leur a préparé le chargement. Alors, le chargement consistait en 5 véhicules. Alors, les véhicules, c'était 3 Cougar. C'est des véhicules blindés qui pèsent 18 tonnes chacun. Donc, il y a 3 Cougar. Et il y a 2 Matvis. Les Matvis sont des véhicules blindés légèrement plus petits que les Cougar. Mais une fois emballés sur leur palette et tout ça, ça pèse facilement 14-15 tonnes pièces. Alors, pour préparer ces véhicules au transport, les responsables à Camp Bastion vont faire la chose suivante. Ils vont prendre chaque véhicule, ils vont le placer déjà sur 2 palettes en métal. Parce que il n'est pas possible de faire rouler un véhicule aussi lourd à l'intérieur du 747. Pourquoi? Parce que la charge sera condensée sur les 4 roues et la pression à ce stade sera tellement forte que ça peut endommager le plancher de l'avion. Donc ce qu'il faut faire, c'est essayer de répartir la charge sur la plus grande surface possible. Et pour cela, ils ont donc fait rouler chaque véhicule sur 2 palettes superposées. Entre elles, il y avait du contreplaqué. Et par la suite, sous le véhicule, ils ont placé un empilage de poutres, et puis ils ont dégonflé les pneus pour que le châssis repose maintenant sur les poutres, et après ils ont utilisé plein de chaînes qui vont vers des accroches à l'avant, à l'arrière, sur le châssis, sur les essieux, pour solidariser littéralement chaque véhicule des palettes de transport. Ceci permet effectivement, quand c'est posé à l'intérieur du 747, de répartir la charge sur toute la surface donc de la palette. Le 747 avait un plancher fabriqué par Taylor. C'est un plancher qui avait été installé et approuvé par la FAA et tout ça. Par contre, ce plancher avait des accroches qui étaient plutôt pensées pour des petits conteneurs, pour des conteneurs standards qui roulent sur ce plancher-là, et après, une fois qu'ils sont positionnés, il y a des clips
qui permettent de les tenir en place. Là, il y avait une charge non standard, c'est-à-dire des véhicules énormes qui vont pas rentrer dans des conteneurs, mais qui vont être transportés littéralement en vrac à l'intérieur du 747. Bien entendu, l'équipage, tout comme la compagnie, tout comme le responsable de chargement, n'avait jamais fait face à un tel défi. Ils vont donc essayer d'improviser. Il faut savoir une chose, autant les pilotes, les mécaniciens navigants, tout ça, sont des gens qui ont une formation bien spécifique, bien précise, encadrée par la FAA, extrêmement pointue, réglementée, tout cela. Autant le responsable de chargement n'est pas une qualification FAA. Le responsable de chargement est un technicien à bord qui est formé par la compagnie aérienne dans des conditions qui varient d'une compagnie à l'autre, mais il n'y a pas de standard spécifique. Il n'y a pas une licence qui dit responsable de chargement. Il y en a chez les militaires, mais pas dans le civil. Donc, le gars, il est là depuis quelques années dans la compagnie, n'a jamais transporté ce type de véhicule, mais il est prêt à faire de son mieux. Dans le 747, depuis la porte latérale de chargement, il y a une porte latérale, ils vont embarquer les 5 camions, donc les 5 véhicules blindés. Ils vont d'abord envoyer ici au fond un MATV. Après, il y a 3 Cougars qui vont se suivre et on finit avec un autre MATV qui est tout à la fin ici. Le problème, c'est comment sécuriser tout ça. Alors, le responsable de chargement utilise des élingues. Donc, il va prendre des élingues munies de crochets. Il va en utiliser 24 pour chacun des MATV et 26 pour chacun des Cougars. Donc, il va les attacher un petit peu comme ou juger comme il le perçoit, comme il le sent, lui. Il attache le chargement, il est satisfait. Voilà, ils sont prêts à partir. Là, il y a un petit problème. C'est que c'est un problème politique plus qu'autre chose. C'est que l'Afghanistan déclare que il n'acceptera pas l'Afghanistan plutôt, le Pakistan, n'acceptera pas le survol de son territoire pour les avions en partance depuis Camp Bastion. Il faut savoir que l'Afghanistan est un pays qui n'a pas accès au sud, n'a pas accès à la mer, il n'a pas accès à l'océan Indien. Au sud, on a le Pakistan et on a l'Iran qui vont enfermer un petit peu l'Afghanistan et l'empêcher d'avoir un accès direct à la mer. Or, les avions qui veulent aller à Dubaï, ils doivent soit survoler l'Iran, ce qui est impensable pour ces avions américains, soit survoler le Pakistan. Donc ils ont besoin de l'autorisation et la bénédiction des autorités pakistanaises. Les autorités pakistanaises disent, si on voit un plan de vol avec un point de départ à Camp Bastion, on ne permettra pas le survol de notre territoire. C'est très embêtant pour ces pilotes. Ce qu'ils vont décider de faire, nous sommes le 29 avril 2013, ils vont décider de faire une étape, un vol intérieur, juste pour changer leur point d'origine. Donc ils vont décoller de Camp Bastion et ils vont atterrir 2 heures plus tard, un peu plus au sud, à Bagram. Bagram, la base américaine. Donc ils atterrissent à l'aéroport de Bagram. Il n'y a ni fret qui est échangé ni rien du tout, juste ils remplissent les réservoirs, déposent cette fois-ci un plan de vol international Bagram, Dubaï et attendent la réponse des Pakistanais. Donc, pendant ce temps-là, le copilote va aller jeter un coup d'œil sur le chargement. Donc, ils ont fait un vol avec 5 véhicules blindés dans ce 747. Quand il va regarder le chargement, il est choqué par l'état des choses. Alors, il y a 2 familles d'élingues, grosso modo, qui l'identifient. Il y a une première famille qui empêche le chargement d'aller vers l'avant, quand l'avion freine, par exemple, à l'atterrissage, et une deuxième famille, un deuxième groupe d'élingues qui empêche les charges de revenir vers l'arrière. Ce qu'il constate, c'est que toutes les élingues qui empêchent le chargement d'aller vers l'arrière sont détendues. Il y en a même une qui est cassée et qui gît au sol. Il est inquiet, il n'aime pas cela.
ils voient même que les véhicules se sont un petit peu déplacés. Pas de beaucoup, de l'ordre de 5-10 cm. Mais il y a un glissement des véhicules vers l'arrière. Alors ce qu'il va faire, il revient dans le cockpit, il va en informer le commandant de bord. Ceci se fait au vu, au su du second commandant de bord qui est là également. Et malheureusement, ces gens ne vont pas prendre la mesure de ce qui s'est passé. C'est qu'en réalité, ceci indique qu'ils sont passés à côté de la catastrophe lors de leur vol, camp Bastion, Bagram. Mais ils ne semblent pas réellement mesurer la portée des observations apportées par le copilote. Il y a assez souvent, on l'a vu dans l'histoire de Fine Air, il y a assez souvent une déconnexion lors du transport de fret entre les pilotes et le fret. Certains pilotes, c'est comme si psychologiquement ils se disent « Moi je pilote l'avion, moi je m'occupe de l'avion, d'autres personnes s'occupent du fret et le fret ça ne me regarde pas. » Il y a une sorte de déconnexion de cette manière-là. Dans le cockpit, ça commence à rigoler. Il y a même un commandant de bord qui va dire « Oui, j'ai peur, c'est effrayant, je vais quitter l'avion. » Il le dit sur le temps de la plaisanterie. Mais sans mesurer l'importance de la situation. Ils s'attendent, à un moment donné, ils spéculent que le responsable du chargement va aller jeter un coup d'œil et qu'il va resserrer les sangles. Les sangles qui sont détendues, il va les resserrer. Et la sangle qui s'est cassée, ma foi, il va la remplacer. Il va trouver une sangle en rab, il va remplacer la sangle qui s'est cassée. À ce moment-là, l'information tombe, le Pakistan approuve le plan de vol, il n'a aucun problème au survol de son territoire. Donc, les pilotes contactent la tour de contrôle de Bagram, demandent l'autorisation de mise en route, qui est accordée. L'avion très rapidement commence à rouler. Il reçoit son autorisation donc de mise en route, et puis de circuler, puis assez rapidement de décoller. Il s'aligne sur la piste 03, qui est orientée pratiquement presque au nord-est. Commence à accélérer le long de la piste. L'avion se cabre à un moment donné pour la rotation. Et à partir de là, quelque chose de terrible va se passer. C'est que un des véhicules à l'intérieur, très très vraisemblablement le MATV, qui est tout à l'arrière, va se libérer de ses attaches. Au moment où l'avion se cabre pour décoller, ce véhicule-là va se libérer de ses attaches et revenir en arrière. Ce retour en arrière va provoquer deux effets. Un des premiers effets qu'on peut facilement imaginer, c'est le recul du centre de gravité de l'avion, qui va donc provoquer effectivement un moment cabreur, qui va avoir tendance à cabrer le Boeing. Cela dit, pris isolément, ce mouvement-là n'est pas de nature à faire perdre le contrôle du 747, parce que ce dernier a une gouverne de profondeur très grande, associée à un plan horizontal réglable qui peut bouger, et donc le pilote aurait pu assez facilement contrôler ce mouvement-là. Il y a pire encore. Le véhicule en reculant, il va taper sur une sorte de calotte hémisphérique qui se trouve tout à l'arrière, qui sépare la partie pressurisée de l'avion de la partie non pressurisée, du cône de l'empennage en réalité. Il va taper dessus assez brutalement. Il va déchirer cette calotte. On la trouvera au sol et on trouvera même les traces de pneus dessus. On trouvera aussi autre chose dans le sol. Sur la piste, à partir de l'endroit, à l'intersection C, à partir de l'endroit où l'avion se cabre, on va trouver plein de bouts de métal. On va même trouver un morceau d'antenne du MATV. Ça veut dire que, littéralement, à ce stade, au moment de la rotation, la carlingue est déjà déchirée par le véhicule. La carlingue est déchirée à tel point que on a des morceaux de tubes, on a des morceaux de métal, même des morceaux de l'antenne et tout ça, qui tombent au sol et qui seront répertoriés sur des centaines de mètres. L'avion s'arrache du sol,
Les pilotes voient le variomètre positif, commencent à rentrer le train d'atterrissage, qui rentrera jamais complètement, parce qu'à ce stade, une partie des circuits hydrauliques sont déjà complètement éventrés et sont en train de perdre de leur pression. De sorte qu'une partie des trains vont rentrer, il y en a 4 à l'arrière et 1 à l'avant. Celui à l'avant ne rentrera jamais. Ceux qui sont les trains d'atterrissage principaux, une partie va rentrer et l'autre pas. Et sur ce, 2-3 secondes après que l'avion quitte le sol, les boîtes noires s'arrêtent d'enregistrer. On trouvera plus tard, contre le MATV, on trouvera la couleur orange des boîtes noires. Ça signifie que les boîtes noires sont placées dans l'empennage tout à l'arrière et il ira taper dessus et les arracher de leur support. Ce faisant, il détruit des circuits hydrauliques, mais il détruit aussi la vis sans fin qui permet de gérer le plan horizontal réglable. Et ce faisant, il va pousser le plan horizontal réglable à cabret. Il a été estimé, on ne connaît pas la position exacte, parce que les boîtes noires sont arrêtées d'enregistrer, mais les reproductions aérodynamiques faites par le NTSB tendent à dire que cette surface-là a été poussée de 5 degrés à cabret, de sorte que ce 5 degrés à cabret correspond de manière assez réaliste au mouvement ultérieur que va faire l'avion. Le mouvement ultérieur de l'avion sera capturé par une caméra qui est installée sur une voiture. Il y a un chemin qui court le long de l'aéroport, dans l'extension de la piste. Il y a des véhicules qui sont là, il y a un camion, un minibus, tout ça. Et soudainement, on voit apparaître le 747, qui est extrêmement lent, extrêmement cabré. Et à un moment donné, il fait littéralement mine de s'arrêter. Il s'arrête presque en vol, il n'a plus de vitesse et il commence à tomber. Il s'incline à droite, à gauche. Les pilotes luttent pour le garder les ailes à plat et puis il finit par tomber au sol. Les 7 occupants de cet appareil ont été, bien entendu, tués sur le coup. Et là, le NTSB va bien entendu intervenir pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. On réalise avec des simulations faites d'une part par Boeing, d'autre part par le fabricant du plancher qui est dans cet appareil. On réalise que pour transporter un Cougar qui pèse à peu près 18 tonnes sans son emballage, c'est-à-dire qu'une fois que on place les chaînes, les palettes, les poutres, tout ça, on est plus proche des 20 tonnes qu'autre chose. Il faut à peu près une 60aine d'élingues. Ça signifie que on va le placer et mettre ses sangles autour façon toile d'araignée. Il faut énormément parce qu'il faut tenir compte non seulement des efforts normaux, mais il faut tenir compte aussi des turbulences, il faut tenir compte des atterrissages d'urgence, il faut tenir compte de toutes les secousses possibles et imaginables qui peuvent survenir. Et on n'a pas envie que cette lourde chose se détache et aille soit circuler vers l'avant. Les pilotes peuvent par exemple atterrir, faire un freinage d'urgence, et puis on a par derrière le Cougar qui arrive, qui traverse le cockpit de part en part et qui sort par l'avant de l'avion. Ça peut arriver, ça s'est vu même sur des camions, sur des transports de charges qui sont pas correctement arrimés. Quand le semi-remorque freine, il y a des charges qui traversent la cabine qui sortent de l'autre côté, ou bien qui tombent, ou bien qui peuvent être soulevées par des turbulences et qui peuvent détruire l'appareil. Donc, réellement, il faut une 60aine, ça a été calculé, il faut une 60aine de sangles. 60 sangles. Si on dit 60 sangles,
Il faut combien de points d'attache pour 65? Il faut 120 points d'attache. Et il faut que chaque point d'attache soit au moins 30 cm du suivant, pour que la charge soit répartie correctement et de manière uniforme sur le plancher. Ça veut dire quoi en pratique? Ça veut dire que si on a 5 véhicules, il faut 600 points d'attache. Il n'y a pas 600 points d'attache sur cet appareil-là. Ça veut dire qu'en réalité, s'ils avaient bien fait leurs calculs, comme le dit le NTSB, ils auraient remarqué qu'au lieu de transporter 5 véhicules dans le 747, en réalité, ils ne pouvaient transporter qu'un seul à la fois. Parce que le responsable de la compagnie a réfléchi comme ceci. Il s'est dit, c'est le poids conjugué de ces 5 véhicules, c'est 80 tonnes. Notre 747 peut transporter 80 tonnes. Donc, on peut le dispatcher et on va tout transporter d'un coup. La réalité, c'est que il y a une autre limite. C'est la limite d'attachement. C'est le nombre d'attaches, le nombre de points d'attache, l'exigence d'attacher chacun de ces véhicules. Or, quand on tient compte de ceci, la limite, le facteur limitatif ne sera plus réellement le poids ou la masse des véhicules, mais sera la capacité de les attacher correctement à l'avion. Or, cette capacité-là va exiger finalement tellement de points d'attache qu'au final, il faudra multiplier le nombre de vols par 5, la facture par 5 et le travail et l'effort par 5. En toute sécurité, ce 747 ne pouvait transporter que un Cougar à la fois ou un MATV à la fois. Bien sûr, le NTSB ne va pas manquer, comme à son habitude, d'attaquer la FAA, parce que la FAA avait un document, une circulaire qui donnait des indications sur comment transporter du cargo en toute sécurité. Cette circulaire a été retirée depuis parce que il y avait des fautes dedans. Donc ils ont dit que même si le responsable de chargement avait suivi les procédures existantes, le crash aurait quand même eu lieu. Tout simplement parce que les procédures existantes étaient complètement tordues. Une des raisons, la faute de la FAA. La FAA aussi n'a pas pu contrôler les opérations de cette compagnie parce que elle a voulu envoyer des techniciens, elle a voulu envoyer des inspecteurs en Afghanistan pour vérifier et superviser les opérations de cette compagnie. Mais le département de la Défense a dit non. Il a dit c'est une zone de guerre, on peut pas envoyer des fonctionnaires là-bas, ça coûte trop cher, c'est trop problématique, il faudra de leur protection, tout ça, on veut pas prendre de risques inutiles. Donc on ne peut pas vous permettre d'envoyer des inspecteurs. De sorte que cette compagnie va se retrouver à opérer un petit peu dans une sorte de vide comme ça. Et le résultat a été ce drame qui a coûté la vie à 7 pilotes. Et ils ont eu aussi de la chance parce qu'un peu plus loin, il y a des constructions et l'appareil aurait pu tomber sur des maisons et causer encore plus de victimes au sol, mais ce ne fut pas le cas. En tout cas, ils ont eu un miracle, comme ils ont pu décoller avec 5 véhicules depuis Combastion et atterrir à Bagram, mais les miracles n'arrivent qu'une seule fois, et hélas, au deuxième décollage, ils ont été rattrapés par la réalité et par la physique. Merci mes amis d'avoir suivi cette vidéo jusque-là, et on se voit dans une autre.